Bien, bonsoir tout le monde. Je voulais signaler au passage que j'ai rapidement vu la liste des participants. Vous avez 3 représentants de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon qui participent à cette soirée. Je suis très content qu'ils soient, dont le président d'ailleurs. Allez, alors, à moi de jouer. Eh bien, je vais vous parler des quasars. Dans une première partie, je voudrais tirer les traits essentiels de ce que sont ces objets, essentiellement leur caractère d'être les objets les plus lumineux de l'univers. Et puis, dans une deuxième partie, je montrerai comment la cosmologie observationnelle aujourd'hui tire parti de cette propriété pour obtenir des résultats tout à fait fantastiques. Alors, l'affaire des quasars, alors, comment est-ce que je peux changer mes... Voilà, ça y est. La radioastronomie est une technique qui a démarré dans les années 50 à la suite des progrès fantastiques que l'électronique a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pensez donc les radars, il fallait repérer les avions ennemis. Et si vous réfléchissez, un radar, ça a 2 parties. Une partie qui émet des paquets d'ondes radio et une autre qui n'est ni plus ni moins qu'un radiotélescope. Donc, il n'est pas étonnant que dans les années 50, des astronomes à Cambridge, UK, pas Massachusetts, se mettent à tourner des antennes vers le ciel pour voir un peu ce qu'il y avait à trouver. Alors, ils ont trouvé des choses et ils ont fait des catalogues. Le premier catalogue, 1C, n'était pas terrible, il n'y avait pas grand-chose dedans. Le 2C, c'était déjà un peu meilleur. Le 3C, il y avait beaucoup de choses. Et on voit que parallèlement, la sensibilité de leurs observations augmentait de façon fantastique. Alors, qu'est-ce qu'ils trouvaient dans le ciel, ces gens? Eh bien, des galaxies, des nébuleuses galactiques, des choses comme des régions H2, vous savez, la grande nébuleuse d'Orion, ou des choses comme ça, des sources étendues, bien sûr, mais aussi des sources ponctuelles. Alors, ponctuelles au sens que leur diamètre apparent était plus petit que la fameuse limite lambda sur D de résolution de tous les instruments qui collectent des ondes électromagnétiques. Lambda étant la longueur d'onde utilisée et dès le diamètre de l'antenne. Comme en radio, lambda est relativement grand, ce rapport n'est pas très favorable. Alors, l'astrométrie des sources radio n'était pas très, très précise et on essayait toujours de trouver une contrepartie optique à une source radio parce que ça enrichissait beaucoup l'observation. Et les choses ont beaucoup progressé avec l'observation d'une occultation par la Lune d'une source 3C, donc troisième catalogue de Cambridge, et 273, elle était dans la 273e en partant de la gauche dans le catalogue. Et grâce à cette occultation, on a pu identifier cette radiosource à une étoile tout à fait banale de 13e magnitude à laquelle jamais personne n'aurait prêté la moindre attention si ça n'avait été. Alors, on a... si je pouvais me débarrasser de ce bandeau là-haut, je ne peux pas... On peut le déplacer latéralement. Ah oui. Ah ouais, je vais le mettre en bas. Non, ça ne va pas. Je peux pas le faire disparaître. Normalement, il disparaît tout seul, non? Bon, ça fait rien. Un astronome hollandais qui travaillait aux États-Unis et qui observait aux 5 mètres du Mont Palomar a donc fait un spectre de cette source 3C273
dont vous voyez ici une photographie du champ, vous remarquez peut-être une petite trace le long de la flèche, à la pointe de la flèche, qui est un jet. On verra apparaître ça au cours de la discussion. Le spectre obtenu par Schmitz est représenté en facsimilé là-dessous. Il est dans la publication initiale. Alors, d'une manière générale, pendant mon exposé, quand je mets des titres de publication ou bien des références, c'est qu'elles sont du domaine public. Et donc, si vous voulez vous y référer, ça sera très facile de les retrouver par Internet. Ce spectre, cette plaque comporte 3 spectres. Un spectre bien posé longtemps. Oui, voilà. Il y avait une diapo qui avait été sautée. Un spectre pose longue, un spectre pose plus courte pour voir un peu mieux les détails, et un spectre de référence du laboratoire pour se repérer dans les longueurs d'onde. Le génie de Martin Schmitt a été de repérer qu'il y avait dans ces raies d'émission, alors ce n'est pas très facile à voir, j'en souligne une là, celle-ci vous la voyez un peu mieux, celle-ci vous avez du mal. Ce sont 3 raies très classiques du spectre de l'hydrogène neutre. Et puis, il y avait en plus un fond bleu. Eh bien, dans ce spectre, on a tous les éléments qui vont caractériser, et encore aujourd'hui, ce qu'est un quasar en tant que source, par lesquelles on peut repérer qu'une source est un quasar. Alors, les raies qu'il a repérées, il fallait être malin pour les voir, parce que par effet Doppler, elles étaient décalées de 16% en longueur d'onde, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas du tout à la position où elles auraient dû être. On va remarquer tout de suite une chose, c'est que s'il y a des raies de la série de Balmer, ce sont des raies d'émission qui ont lieu par des sauts de l'électron de l'atome d'hydrogène depuis des niveaux supérieurs jusqu'au niveau 2, pas jusqu'au niveau fondamental. Mais s'il y a des raies de Balmer, ça veut dire que des niveaux supérieurs ont été excités par des rayons ultraviolets, et donc il doit y avoir aussi des photons de la série de Lyman qui sont ceux qui atterrissent au niveau inférieur. Tout ça voulait dire une chose, dans ces sources, il va y avoir du rayonnement ultraviolet. Pour ce qui est du rayonnement radio, l'interprétation était beaucoup plus facile. Les physiciens à l'époque avaient parfaitement repéré qu'il s'agissait d'un effet assez simple dans lequel un photon un peu dur, X ou voire gamma, mais plutôt X, croisait un électron et excitait le photon, rougissait le photon. J'ai une sonnerie dans mes oreilles. C'est assez curieux, je ne sais pas d'où ça vient. Je reçois des bip bip, est-ce qu'on m'appelle? Non, je vais essayer d'identifier. Ça doit être un des participants qui a son micro ouvert. Bon, c'est pas. Tant pis. Je vais essayer de couper. Dans cet échange, l'électron est accéléré et va aller spiraler autour des lignes de champ magnétique qui traînent par là, ce qui va lui faire émettre des ondes radio. Et puis, je vous coupe, là, c'est Jean-Michel Zamparuti. Je vois qu'il y a un téléphone 33 6, etc., qui nous envoie des impulsions, et apparemment, celui-ci, il est sur la fréquence, et personne n'est capable de le dominer, il semble bien. D'accord. Tant pis, on va subir. Il s'arrêtera bien un jour. C'est pas grave. Donc, à partir de ce temps-là, on a fabriqué l'acronyme Quasar Quasi-Stellar Radio Source, et on y reviendra dans la suite. Alors, à partir de ce qu'on a tiré de ce spectre de 3C273, on peut déjà conclure des choses sur les quasars. Le décalage Doppler Z égale 0,16,
si on en déduit la vitesse radiale de la source, Z multiplié par C, ça fait 16% de 300 000 km par seconde, ça fait 50 000 km par seconde. Attention, la source semble s'éloigner de nous à 50 000 km par seconde, mais ça n'est en aucun cas une vitesse dynamique. Il n'y a pas d'énergie cinétique correspondante. La source s'éloigne de nous parce que l'espace qui nous sépare d'elle se dilate à cette vitesse-là. La remarque, on reviendra sur cette remarque plus tard. Connaissant cette vitesse, on peut la porter dans la loi de Hubble qui donne les distances. À l'époque, on hésitait entre 50 et 100 km par seconde et par mégaparsec. Aujourd'hui, on prend 70 et on trouve 700 mégaparsec. À l'époque, c'était une distance considérable. On rentrait dans les profondeurs du cosmos. 700 mégaparsec, c'est 1000 fois la distance de la galaxie Andromède. On sortait de notre univers proche. Et si on voyait 3C 273 aussi lumineux, eh bien, c'est qu'elle devait être, et qu'elle était aussi loin, c'est qu'elle devait être extrêmement brillante. Ces sources étaient d'une puissance énorme. 10 puissance 41 watts, c'était beaucoup plus que tout ce qu'on avait jamais vu pour des sources permanentes, pas pour des sources transitoires comme pourraient être des supernovas. Mais il y a mieux encore. Il est apparu rapidement que les quasars avaient des sauts de luminosité. Alors là, il y a une espèce de théorème en astrophysique qui dit que si une source varie dans un intervalle de temps tau, eh bien, sa dimension doit être inférieure au produit de tau par la vitesse de la lumière. La vitesse par un temps, ça donne une dimension, et cette dimension, en fait, c'est le rayon maximum de la source que la source peut avoir. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a vu des quasars qui avaient des fluctuations dans des laps de temps de l'ordre de l'heure ou de l'année, mais des laps de temps assez courts, et la conclusion qu'on est obligé d'en tirer, c'est que les quasars sont aussi des sources très compactes, très lumineuses et très compactes à la fois. Tout ça était difficile à expliquer. On s'est creusé la tête et d'abord on s'est vite rendu compte que seule une transformation qui passerait par la transformation directe de matière en rayonnement, la vieille équation d'Einstein E égale mc2, permettait d'imaginer des puissances pareilles. On peut essayer de faire un calcul de ce qu'il faut pour alimenter cette transformation. On voit qu'il faut consommer, pour obtenir 10 puissance 41 watts, il faut consommer 10 puissance 24 kg par seconde. Ça ne parle pas beaucoup. C'est 15 masses solaires par an. Ça passe beaucoup plus. Ça serait 2 fois la masse de toute la Voie lactée, grosso modo, dans l'âge de l'univers. Alors, il y a quelque chose de très important là. Le phénomène quasar doit être nourri par de la masse. Et on reverra ça plus tard. À l'époque, on n'a pas compris tout de suite. On s'est dit, tiens, ça pourrait être un super amas d'étoiles. Alors, 10 millions d'étoiles dans un volume tout petit, de l'ordre d'une année-lumière au cube. Bon, c'était un peu bizarre, ça devrait faire des carambolages. Ensuite, on a essayé d'imaginer une super étoile, mais ça n'avait aucun sens. On savait suffisamment de physique stellaire en 1960 pour savoir qu'une telle étoile ne pouvait pas exister. Aucun modèle raisonnable ne marchait. Alors, il y a des gens qui sont arrivés et qui ont posé la question tout à fait légitime, après tout, et si les quasars
étaient des objets beaucoup plus proches. Alors à ce moment-là, le problème de cette brillance extraordinaire ne se poserait plus. Il en est ressorti une grande controverse scientifique qui a duré plus de 10 ans et qu'on peut un peu inscrire dans l'histoire des controverses de l'histoire de la science. Est-ce que les quasars étaient à une distance dite locale, proche, ou à une distance cosmologique, 700 mégaparsecs? Quels étaient les arguments de la distance locale? Eh bien, il y avait des exemples assez troublants. Alors, voilà. Donc, il y avait l'argument de l'énergie qui était un gros problème, mais on observait des choses assez curieuses. Une galaxie ordinaire, NGC 4319, qui était à côté d'un petit quasar, Markarian 205, et surtout, alors là, ça se fascinait, il y avait un pont de matière entre les deux. On avait l'impression d'un pont de matière entre les deux. Telles que les choses. Alors, la vitesse de récession de Markarian par rapport à NGC 4319 se calcule assez facilement. On fait la différence des Z du quasar et de la galaxie et on trouve 15 000 km par seconde. Donc, dans cette théorie, le quasar aurait été éjecté de cette galaxie à 15 000 km par seconde. C'est une vitesse phénoménale. Et là, il ne s'agit pas d'une vitesse d'accroissement de l'espace entre les deux objets, comme c'était le cas pour 3C273, mais il s'agit d'une vitesse dynamique. Il fallait donc une énergie cinétique admise de MeV2 absolument phénoménale. Donc, les difficultés de l'hypothèse locale étaient qu'on n'a jamais trouvé un mécanisme d'éjection physiquement raisonnable. Et puis, il y en a un deuxième argument qui était alors celui-ci presque plus convaincant encore. Comment se faisait-il que tous les quasars semblaient nous fuir? S'ils étaient locaux, il y aurait dû y en avoir quelques-uns qui se dirigeaient vers nous, et dans ce cas-là, au lieu d'être décalés vers le rouge comme tous les quasars, ils auraient été décalés vers le bleu. On n'en a jamais trouvé, c'était un argument très fort. Alors, l'argument final est venu bien plus tard, à la suite, ça s'appelait le test de Gunn-Peterson, qui avait prévu le phénomène dès les années 60, mais ce test était trop difficile à faire pour les moyens technologiques de l'époque. Et ça marche comment? Eh bien, imaginez un quasar lointain et un observateur ici. La lumière part du quasar et se dilate en chemin à cause de l'expansion. La raie Lyman alpha émise par le quasar arrive à l'observateur très décalée vers le rouge. Voilà la position où elle devrait être dans le laboratoire et voilà la position où on la trouve dans le spectrographe. Donc, très décalée. Maintenant, la lumière en chemin va traverser des nuages d'hydrogène neutre. Or, l'atome d'hydrogène neutre est capable d'absorber joyeusement le rayonnement de fond du spectre du quasar, mais décalé de son propre Z. Donc, alors, à la longueur d'onde de Lyman alpha du petit nuage. Donc, ce petit nuage que je souligne, qui est loin, va donner une raie d'absorption très décalée, et puis celui qui est proche là, qui est beaucoup plus près, donc qui a un Z beaucoup plus petit, va donner une raie d'absorption plus faible. Et on voit que le fond du spectre du quasar va s'atténuer. Et aujourd'hui, on connaît très bien ce résultat.
on a porté ici une série de spectres de quasars dans la partie bleue de l'arrêt Lyman alpha. Pour un quasar proche, on voit juste quelques petits traits d'absorption, et plus le quasar est lointain, plus il y a de traits d'absorption, et on arrive à l'effet de Gunn-Peterson, qui est qu'à la fin, il reste quasiment plus rien. Donc ça, c'est vraiment une preuve définitive de la distance cosmologique, et on a appelé cette série de raies la forêt Lyman alpha. On verra à la fin qu'on s'en sert aujourd'hui à autre chose. Donc, qu'est-ce qui caractérise un quasar? J'ai déjà dit pour la partie visible du spectre, un fond continu bleu et quelques raies d'émission. Alors, le président de l'Académie de Lyon qui m'a fait remarquer l'autre jour qu'il avait trouvé dans un journal de l'époque un article de Jean Dufay. Je pense que dans l'assistance, un certain nombre de personnes connaissent au moins le nom de Jean Dufay, qui était à l'époque membre de l'Académie de Lyon et qui avait écrit un article sur les quasars bleus. Et c'est typique, ce fond bleu du spectre des quasars. Ensuite, évidemment, on a exploré les quasars dans toutes les longueurs d'onde qu'on savait regarder. Donc, radio millimétrique, on en a parlé. Infrarouge moyen et lointain, voilà, on a trouvé tout ça, et, y compris dans l'UV, Lyman alpha, jusqu'au rayon X. J'ai mis ce résultat récent parce qu'il date de l'année dernière. C'est avec un satellite construit entre l'Allemagne et la Russie, on a pu tracer une carte complète de la voûte céleste en rayonnement X. Alors, on voit très bien dans cette représentation la Voie lactée, où il n'y a pas grand-chose, à part la boucle du cygne, qui est un rémanent de supernova. Mais ce qu'on ne voit pas très bien, à cause de la résolution de l'image, c'est que la voûte du ciel est couverte de sources de rayonnement X dans les énergies 1 kilo électron-volt ou à peu près, ou entre 1 et 10 kilo électron-volt. Et toutes ces sources sont évidemment des quasars lointains. Alors, à partir de ces mesures, on a pu tracer, alors ici, dans un graphique où on a porté les longueurs d'onde ou les fréquences comme vous voudrez, log de nu en Hertz, mais alors sur un spectre très très large qui va du domaine radio jusqu'au rayon gamma. Et on va voir que la nomenclature qu'on a utilisée pour appeler les quasars a évolué avec le temps. Alors, au début, donc, on voyait, on avait vu que c'était des sources radio, donc d'où le terme de quasar. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement qu'il y avait des quasars forts et des quasars faibles en radio. Donc là, c'était une fluctuation de... Ça n'allait pas, il fallait supprimer ce radio-source. Alors, on a inventé les quasi-stellar objects. Bon, c'était déjà un peu plus commode. Et puis, on s'est aperçu, et alors là, c'est peut-être pas très facile à voir, que certains quasars présentaient une émission tout à fait caractéristique d'une bouffée de formation d'étoiles. Les spécialistes parmi vous auront certainement repéré ici un zigouigoui qui est en fait la trace des fameuses raies des pH dont on a beaucoup parlé. Alors ça, bon, c'était encore une catégorie de quasars supplémentaire. Alors on a baptisé ça les noyaux de galaxies actives. Et puis après, il y avait encore les Seyfert et les FIR, etc. Alors finalement, on s'est un peu fatigué de créer
des nouvelles familles chaque fois qu'on observait quelque chose de nouveau, et on est revenu à l'appellation de quasar. Ce spectre est en fait la composition de plusieurs sources. Alors, je vais essayer d'en montrer les principales. Ici, dans l'infrarouge, au fond, une source relativement puissante qui émet, qui est à des températures, disons, entre 40 Kelvin et 4000 Kelvin, si vous voulez, pour les plus chaudes. Et puis, on trouve ici aussi une combinaison de thermiques, mais alors à des températures très variées qui vont jusqu'à largement 4000 Kelvin. Et puis, on trouve, alors, Soft Access, je vais laisser de côté, ce n'est pas très important. On trouve qu'il est ici en bleu un rayonnement dit de couronne. Alors, vous savez, ce qu'on appelle la couronne pour le Soleil, c'est une zone où la matière est extrêmement chaude, juste au-dessus de l'atmosphère du Soleil, aussi de ce qu'on appelle habituellement la surface du Soleil, qui n'en est pas vraiment une, mais donc au-dessus, et que nous ne voyons pas vraiment à l'œil, il y a une zone très très chaude avec une émission particulière et surtout dans l'UV et dans les rayons X. Voilà, le rayonnement de couronne s'étend très très loin. Et alors, pour les spécialistes aussi, il faut faire attention que cette représentation est troublante parce que le produit, alors F nu, c'est l'intensité lumineuse en watts par mètre carré et par hertz de bande passante. Et classiquement, quand on représente le produit nu, F de nu, en fonction du logarithme de nu, alors la largeur de la bande est indicative de l'énergie qu'on trouve dans cette bande de fréquence. Si on intègre sur la courbe, on a directement l'énergie. Mais il faut faire attention, là on a pris le logarithme. Alors là, il ne faut pas interpréter ça trop rapidement. Mais il en ressort un espèce de spectre standard qui est représenté par ce trait noir qui n'a rien de simple, mais qu'on retrouve finalement dans tous les quasars. Alors, pour expliquer ça, eh bien, il a fallu trouver un modèle physique. Et ce modèle peut se désigner sous le terme d'un disque d'accrétion autour d'un attracteur. Et je vais passer un moment à le décortiquer parce que c'est dans la nature un phénomène qu'on retrouve à des échelles de masse et de taille et de luminosité très différentes. Une masse solaire, eh bien, c'est tout simplement une petite étoile comme le Soleil qui se forme avec son train de planètes à partir de l'effondrement d'un petit nuage, d'un morceau de nuage moléculaire. Ensuite, dans une configuration alors assez différente, dit masse solaire, c'est un trou noir stellaire qui absorbe, qui aspire l'atmosphère d'une étoile supergéante qui est à côté. C'est la fameuse source Cygnus X1 qui a été un des premiers trous noirs observés. Et puis, après, on va retrouver ça, mais alors cette fois-ci à l'échelle d'une galaxie, avec un attracteur central qui peut faire entre 1 million et 1 milliard de masse solaire, ces trous noirs supermassifs, si vous voulez. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Parce que ce processus naturel est un peu toujours le même. C'est ce qui se passe quand on a de la matière qui tombe vers un attracteur.
Alors, essayons de nous faire une image mentale de ce qui se passe. On a un attracteur, il attire de la matière qui se trouve là autour. C'est évoqué par ces petites flèches bleues. Mais dans la nature, tout tourne. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a toujours troublé. C'est une chose à laquelle je n'ai jamais trouvé de réponse très claire. Penrose avait essayé un article, mais bon, c'était un peu fumeux. D'où vient le fait que dans la nature, d'une manière ou d'une autre, il y a toujours des mouvements de rotation. Probablement, s'il faudrait remonter à des turbulences spontanées qui ont dû avoir lieu dans les temps très primitifs, peu de temps après le Big Bang. Toujours est-il que la matière n'est jamais immobile. D'ailleurs, si elle était immobile, eh bien, non, la matière a toujours un mouvement de rotation. S'il n'y en avait pas, alors les particules que j'ai représentées sur ma première... bon, j'aurais pu remonter, si, voilà. C'est tellement rapide que, voilà. Alors, s'il n'y avait pas de rotation, les particules tomberaient directement sur l'attracteur et tout serait très simple. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Quand ça tourne, il y a une quantité qu'on appelle le moment cinétique qu'on calcule comme ça. On prend une particule de masse m à une distance r de l'axe de rotation du système et puisqu'elle tourne, elle a une vitesse tangentielle. On le fait le produit des trois, ça s'appelle le moment cinétique, et si on fait la somme de cette quantité sur tout le système, on peut isoler ce système par la pensée, et si on fait la somme de ces quantités, on obtient le moment cinétique global du système, et la mécanique nous indique que cette quantité tend à se conserver. Alors, comment ça marche? Eh bien, si le total doit se conserver, si les particules se rapprochent de l'attracteur, R diminue, M ne change pas au moins au début, donc il va falloir que V augmente. Donc, le fait que les particules soient attirées et se rapprochent de l'attracteur va faire que les vitesses de rotation vont augmenter. C'est l'histoire du patineur qui fait la toupie et qui étend les bras et qui les rapproche. Alors, cette matière qui n'est pas tombée directement qui n'a pas pu tomber directement sur l'attracteur, va s'accumuler dans un disque épais, visqueux, et dans lequel le régime de rotation va être plus ou moins keplérien. Je m'entends, les parties extérieures tournent moins vite que les parties intérieures, comme les planètes du système solaire. Alors, là, j'avais représenté globalement le disque. Maintenant, on va le représenter en coupe ici et vu de dessus là. Si le mouvement est keplérien, une couche intérieure verte comme celle-ci va tourner plus vite que la couche voisine qui est un peu plus extérieure. Et donc, ces deux couches vont frotter l'une sur l'autre. Il va se passer deux choses. Il va y avoir du frottement qui va provoquer de l'échauffement et il va y avoir du ralentissement de la couche verte qui entraîne, pendant que le frottement entraîne et accélère la couche rouge. Le résultat est un transfert de moment cinétique
de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ce ralentissement de la matière dans la couche verte va faire que la force centrifuge qui maintient une particule en orbite, cette force centrifuge va diminuer. S'il diminue, la particule va descendre vers le centre. En descendant, elle va réaccélérer et elle va se remettre sur une orbite un peu plus courte qui tourne un peu plus vite. Mais le résultat de tout ça, c'est qu'il y a un mouvement d'ensemble de la matière dans le disque, un mouvement radial qui fait converger la matière vers le centre en même temps que les températures de la matière augmentent considérablement de l'extérieur vers l'intérieur. On a trouvé là la partie qui explique la partie infrarouge de la distribution d'énergie que j'ai montré tout à l'heure. Maintenant, je n'ai pas parlé de la partie centrale, je vais en parler en détail. Quand la température arrive à 4000 Kelvin, eh bien, tout ce qui peut être grains de poussière, solide, etc., est complètement vaporisé, c'est trop chaud. Et d'autre part, tout ce qui est atome, toutes les molécules est détruit et tout ce qui est atome est complètement ionisé. Donc, la partie centrale va se comporter comme une zone de plasma à l'intérieur de laquelle les particules tournent toujours de plus en plus vite et finissent par atteindre des vitesses de l'ordre de grandeur de la vitesse de la lumière, inférieure évidemment, mais d'ordre de grandeur, ce qu'on appelle de régime relativiste. Et dans ces conditions, si vous voulez, le 1,5 de MV2, l'énergie cinétique de la particule, se rapproche du MC2 d'Einstein. Donc, dans ces conditions, la conversion de masse en rayonnement peut se faire dans un phénomène qu'on ne peut traiter qu'en régime de relativité générale. Mais cette conversion, même partielle, de la masse en énergie lumineuse est susceptible de dégager des quantités d'énergie énormes. Et c'est comme ça que sont alimentées les sources les plus lumineuses de toutes les sources permanentes, pas transitoires, hein, que sont les quasars. Alors, j'ai souligné ici quelque chose qui s'appelle l'anneau de la lumière, un anneau de lumière dont la température de brillance est absolument énorme. Je vais le montrer dans une animation. J'évoque ici le trou noir massif ou supermassif. On verra que l'échelle de masse de ces trous noirs est aussi assez grande. Et un dernier détail, deux détails. Apparaissent souvent dans les quasars des jets de particules qui sont éjectés le long de lignes de champ magnétique à des vitesses énormes. Alors, ce sont à des vitesses relativistes d'ailleurs. Alors, c'est spectaculaire, mais ce n'est pas très important dans le phénomène. Ce n'est pas ce qui compte le plus. Et puis, le disque que je viens de décrire, en fait, est souvent entouré d'une zone torique de gaz et de poussière. Et alors, on avait vu que les quasars apparaissaient avec des aspects un petit peu différents comme ci, un petit peu différents comme ça. Eh bien, finalement, toute cette diversité d'aspects est un phénomène unique de disque d'accrétion
plus trou noir, mais selon l'angle sous lequel on regarde cet objet, son aspect peut être complètement différent. Alors, je vais maintenant montrer une petite animation qui est assez évocatrice. J'espère que tout ça va marcher comme il faut. Oui, c'est bien. Oh, bon, alors ça, c'est un peu du baratin. Mais on va s'arrêter là. Si, quand même, je voudrais que ça s'arrête. Voilà. Non, oh là là, ça va trop vite. Voilà. On s'approche d'une galaxie dans laquelle il y a un quasar. Et au début, ce qu'on voit, c'est une boule d'étoiles, ce qu'on appelle le bulbe. Les spécialistes reconnaîtront ce qu'on appelle un bulbe de galaxie. C'est une zone à peu près sphérique autour du centre de la galaxie dans laquelle il y a beaucoup d'étoiles. On en reparlera. On s'approche et on passe à travers les étoiles et on va commencer à voir, oh là là, je suis dérouté par le pilotage de ce système. Bon, je recommence. Voilà, on commence à voir le disque d'accrétion chaud qui tourne avec le trou noir au centre et les deux jets. C'est pas mal fait. Maintenant, on est dans une zone de plus en plus chaude et finalement, on arrive dans une zone tellement chaude que ça n'a plus beaucoup de sens de mettre des couleurs. On va seulement examiner la course des photons dans cette zone de plasma. Alors, tout tourne et il est plus que probable que le trou noir central tourne sur lui-même. Et alors, vous savez que le trou noir est un objet qui est une solution de l'équation d'Einstein. Einstein avait trouvé cette solution pour un trou noir qui ne tourne pas et M. Kerr a développé cette solution pour des trous noirs qui tournent sur eux-mêmes. Il est probable que tous les trous noirs dans la nature sont des trous noirs de Kerr. Alors, c'est ce qui va être représenté ici. Et pour un trou noir de Kerr, les photons qui circulent là, vous savez, ils finissent par se satelliser autour du trou noir central. Attention, ce n'est pas la ligne d'horizon du trou noir, hein. C'est une orbite où la vitesse orbitale est égale à celle de la lumière. Donc, les photons tournent autour, comme ça, et peuvent faire plusieurs tours. C'est un endroit où on peut voir derrière sa tête, hein, en somme. Alors, cette orbite n'est pas très stable. Les photons peuvent la quitter par le haut en s'échappant à l'horizontale dans cette vision, ou bien en tombant dans le trou noir, et alors là, ils disparaissent et ils passent la ligne d'horizon, on ne les voit plus. Alors, on va changer, l'animation va continuer, on voit de plus en plus de photons qui se mettent autour de cet anneau, et on va changer l'orientation de vue, et voilà ce qu'on verrait si on avait été sur la droite de l'image dans la vue précédente. En somme, une espèce d'anneau lumineux, et maintenant va apparaître une animation, une simulation de ce que pourrait être cet anneau lumineux. Alors voilà, ça c'est une simulation sur ordinateur, mais ça c'est une observation. C'est la fameuse image du trou noir, la photo du trou noir, l'ombre du trou noir. Vous avez certainement vu ça dans la presse il y a environ un an. Ce sont des termes vraiment abusifs. C'est en fait cet anneau lumineux observé par des techniques. Alors VLBI, ça veut dire interférométrie à très longue base. C'est une opération qui mériterait une commission de la SAF en soi, même si vous n'en avez pas déjà eu, parce que c'est assez compliqué à expliquer. Mais en aucun cas… On accepte ta proposition d'en parler, merci, bravo. Il faudrait trouver quelqu'un d'autre, mais
Enfin, on pourrait trouver quelqu'un de plus compétent que moi pour exposer ça. Mais vous avez raison, je crois que ça vaut vraiment le coup. Parce que, bon, je perds mon fil là, donc voilà. Je vais maintenant résumer ce que je viens de dire. On s'est fait à l'idée que toutes les grandes, sous-entendu galaxies, ont au centre un disque d'accrétion avec un trou noir plus ou moins massif. Le phénomène quasar apparaît quand le disque d'accrétion est bien nourri. Ça, c'est très important. Et dans le proche voisinage du trou noir apparaissent des effets relativistes qui convertissent de la matière, de la masse en énergie, d'où ce qui explique la luminosité extrême et durable de ces objets. Alors, chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, c'est des phénomènes qui limitent la puissance de ces sources. Eh bien, c'est la disponibilité de matière qui tombe sur le disque d'accrétion. Si vous sevrez un trou noir, un quasar en supprimant toute la matière qui est autour, eh bien, il s'éteint immédiatement. Et puis, un autre facteur de limitation qui est un peu compliqué à expliquer, mais on peut le sentir avec les doigts. Si la source centrale devient extrêmement lumineuse, les photons exercent sur la matière qui essaye de tomber sur le trou noir, exercent une pression de radiation. Et donc, ça va ralentir le flux de chute de matière vers le trou noir. Voilà, ça c'est deux limitations du système. Et puis, encore une fois, l'aspect du quasar, ça n'est qu'une affaire d'orientation de la ligne de visée. Je vais passer maintenant à la cosmologie un peu. Et on sait, est-ce qu'on est capable de mesurer la masse des trous noirs? Alors, j'ai délibérément laissé de côté, parce que ça prendrait trop de temps, tout ce qui s'est passé avec le trou noir du centre de notre Voie lactée, oui, le prix Nobel, Genzel, les étoiles qui tournent autour, etc. Il faudrait faire aussi une commission spéciale là-dessus. Moi, je vais rester dans les généralités. En observant les étoiles du bulbe des galaxies, on est capable de mesurer ce qu'on appelle la dispersion des vitesses radiales de ces étoiles. Au fond, il y a des étoiles qui viennent vers nous, des étoiles qui s'éloignent de nous. Ça va élargir les raies et on en déduit cette espèce de dispersion de vitesse radiale. Cette quantité est mesurable et elle est reliée directement par une formule très simple à la masse du trou noir. C'est ainsi qu'on a pu établir qu'il y avait une corrélation très nette entre ces deux quantités. C'est assez logique. Les étoiles qui tournent autour d'un trou noir très massif et qui sont donc attirées très fortement sont obligées de tourner plus vite pour ne pas tomber tout de suite, et donc de ce fait, il va y avoir une dispersion plus grande dans ces objets. On voit sur ce graphique, j'espère qu'on le voit, que l'échelle des masses de ces trous noirs s'étale sur plus de 3 ordres de grandeur. La Voie lactée se trouve ici. Vous voyez qu'elle n'est pas très bien douée en trous noirs. Là, hein, ce n'est pas un bien gros 4 millions de masses solaires à côté des milliards de masses solaires qu'on trouve dans celui, par exemple, de Messier 82. C'est évidemment, si les trous noirs n'ont pas tous la même masse, c'est évidemment qu'il y a un effet d'évolution là derrière. Alors, on peut relier, une fois qu'on connaît la masse, on a aussi pu mesurer la luminosité du quasar et on voit aussi qu'il y a une corrélation. C'est évidemment
un effet d'évolution. Alors, une chose est très troublante, c'est que on trouve des quasars très anciens, c'est-à-dire qui existaient déjà à l'état de trou noir très massif, très peu de temps après l'époque de la recombinaison. Alors, je ne sais pas si j'utilise le terme de recombinaison ou l'époque du découplage matière rayonnement. Bon, le quasar dont vous souhaitiez que je parle, qui s'appelle J0313-806, 1806, pardon, donc est apparu avec un Z de 7,64, ce qui le met comme le plus distant de tous les quasars qu'on a observés jusqu'ici. Mais il ne faut pas perdre de vue que par rapport à son concurrent qui détenait le record juste avant, bon, il n'y a jamais que 20 000 ans de 20 millions d'années, pardon. 20 millions d'années entre les deux, ça ne fait pas beaucoup. L'autre avait 2 ou 3 dixièmes de Z en moins. Bon, mais il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins. Et c'est là le scandale, que ces trous noirs centraux de quasars qui sont apparus très très tôt, on ne comprend pas comment ils ont pu se faire. Il y a peut-être eu plusieurs mécanismes qui ont pu assurer la croissance de la masse des trous noirs. Bon, accrétion de la matière du disque d'accrétion, bien sûr, toujours. Fusion entre galaxies. Il faut se rappeler qu'à cette époque, les galaxies étaient bien plus proches les unes des autres qu'elles ne le sont aujourd'hui, et les rencontres entre des galaxies devaient arriver relativement souvent, et des fusions pouvaient arriver. Et les trous noirs centraux devaient fusionner aussi. Ça devait être un spectacle tout à fait remarquable. Bon, voilà. Là, c'est un problème à résoudre. C'est un problème à résoudre. Il faudra... Et c'est pour ça que cette histoire du trou noir le plus lointain est excitante. C'est parce que, au fond, elle ne fait que souligner notre ignorance. Voilà. Alors, peut-être, on a des choses beaucoup plus solides que ça. Évolution du phénomène quasar, on peut l'étudier en faisant des grands relevés. Alors, c'est une énorme entreprise qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, SDSS. Cette affaire-là est une énorme opération d'observation qui a été financée par un mécène. Aux États-Unis, c'est bien, il y a des mécènes. Vous savez, les télescopes de 10 mètres du Mauna Kea ont été financés par M. Keck, qui vendait des Volkswagen. Eh bien, je ne sais pas ce que vendait M. Sloan, je n'ai pas trouvé. Mais lui, il a voulu financer une opération d'observation qui était compliquée. Parce que pour faire un grand relevé de quasars, il faut faire une photo du ciel, pousser, repérer là-dedans tout ce qui est les étoiles proches, les mettre de côté, dans celles qui sont lointaines, en faire une spectroscopie minimale pour mesurer le Z, voir si le spectre est bleu, s'il y a du Lyman alpha, s'il y a les caractéristiques d'un quasar. Et ça suppose la spectroscopie individuelle, et, source par source. Je montrerai tout à l'heure le télescope qui a fait ça.
c'est un travail absolument énorme qui a commencé dans les années 2000. Au début, ils ont commencé à publier avec 10 000 quasars, mais maintenant, ils sont à je ne sais plus combien. Il y a eu plusieurs émissions, mais peu importe. Voilà, c'est un très, très gros travail. Alors, avec ça, eh bien, on peut étudier l'histoire de la densité spatiale des quasars. Alors, il faut bien comprendre de quoi on parle. On va prendre aujourd'hui un volume d'espace dans lequel, imaginons que ce soit qu'on trouve un quasar par mégaparsec au cube aujourd'hui. En fait, je ne sais pas quel est le nombre exact, ça n'a pas tellement d'importance. Mais imaginons qu'on en trouve un par mégaparsec cube. Ce cube, dans le passé, avait un côté, au lieu d'avoir un côté d'un mégaparsec, il avait un côté de 1 sur 1 plus z mégaparsec. Donc, son volume, qu'on appelle son volume comobile, était à l'époque beaucoup plus petit. Alors, est-ce qu'à l'époque, il y avait déjà un quasar dedans, ou bien est-ce qu'il y en avait beaucoup plus? Eh bien, ce que le SDSS a fait ressortir, c'est qu'au lieu d'en avoir un comme aujourd'hui, il y en avait 30. Résultat sec, c'est qu'à l'époque, le phénomène quasar était beaucoup, beaucoup plus fréquent qu'il ne l'est aujourd'hui. En quelque sorte, il y a eu une espèce d'âge d'or des quasars et avec le temps, donc ça se passe à peu près à 2 milliards d'années après le Big Bang, si vous voulez, et aujourd'hui on en est à 14. Voilà. Et depuis cet âge d'or, la fréquence des quasars n'a fait que diminuer. Pourquoi? Eh bien, c'est relativement facile à comprendre. Si on se souvient que les quasars doivent être nourris, avec l'expansion, la densité de gaz disponible dans le voisinage pour alimenter ces quasars, cette densité a beaucoup diminué. La nourriture s'est fait rare avec le temps pour alimenter les quasars et ils s'éteignent les uns après les autres. 15 minutes à peu près. Parfait. Donc, conclusion, la nourriture se fait rare. Alors, est-ce qu'on peut voir les quasars se nourrir à cette belle époque? Vous savez que le modèle standard de la cosmologie dit lambda CDM, lambda pour constante dans l'équation d'Einstein et cold dark matter, donc 70% d'énergie noire, 26% de matière noire, 4% pour le reste, prévoit que la matière s'est organisée en feuillets, puis progressivement en filaments, et c'est à l'intérieur de ces filaments que sont apparus les quasars, les galaxies, les amas de galaxies, et en particulier quand des filaments se croisaient, des super amas de galaxies. Je ne vous dis pas la consommation EDF des ordinateurs, des jeunes chercheurs qui, dans les années 2000, se sont amusés à reproduire cette espèce de prédiction en faisant du calcul. Bon, voilà. Alors, évidemment, dans ces filaments, on trouve des quasars, on trouve aussi du gaz hydrogène neutre, et ce gaz est en quelque sorte éclairé par le rayonnement Lyman alpha des quasars. Et donc, l'atome d'hydrogène neutre va absorber un photon Lyman alpha qui vient du quasar et elle va le réémettre immédiatement, mais dans n'importe quelle direction. Il y a une diffusion de ces photons Lyman alpha, ce qui fait que ces filaments vont apparaître lumineux en Lyman alpha de la même manière qu'un nuage autour d'un lampadaire
devient lumineux parce qu'il diffuse les photons reçus de la lampe centrale. Alors, si on remarque qu'à z égale 3, Lyman alpha est décalé à 4860 angstroms, il vient dans le visible et on devrait pouvoir détecter ce rayonnement Lyman alpha décalé diffusé par les filaments, diffusé par le gaz des filaments. On verrait le gaz des filaments et il y a un instrument qui est tout à fait adapté à faire ça. C'est l'instrument MUSE qui a été construit à l'Observatoire de Lyon et qui, entre parenthèses, est actuellement à l'ESO l'instrument le plus demandé sur les programmes scientifiques. Alors, c'est l'expérience de M. Umehata qui vient du RIKEN, c'est le CNRS japonais. Donc, il a choisi une région où il sait qu'il y a une série de quasars à peu près alignés là et à peu près alignés là. Et il se dit, il doit y avoir des filaments. Il va essayer de les voir. Comment il fait? Il fait, là, on a représenté le champ d'une pose de l'instrument MUSE. Il pose quelques heures, j'ai oublié, sur cette région. Et ensuite, il va estimer le fond de ciel, le soustraire. Il va soustraire aussi les sources brillantes, ce qui suppose qu'ils connaissent très très bien la PSF, la tâche d'Airy, si vous voulez, de l'instrument pour faire une soustraction soignée. Et qu'est-ce qui doit rester? Eh bien, ce qui devrait rester, c'est ça. Et je représente plus agrandi, c'est la brillance en Lyman alpha décalée à 4000 angstroms des atomes d'hydrogène qui sont dans les filaments, dans les voisinages de ces quasars. Alors, les quasars, là, il les a remis pour qu'on se souvienne de leur présence. Il les a replacés par-dessus. Mais ce n'est pas leur brillance, c'est juste pour montrer qu'ils sont là. On voit très nettement se dessiner un filament ici et un autre filament de gaz. Et ce rayonnement que l'on mesure là est un rayonnement dû au gaz hydrogène qui est dans les filaments. Je reviens à cette présentation, puisque il a, en fait, l'instrument MUSE donne un spectre sur le visible de chaque pixel de l'image. Donc, on peut étudier les vitesses radiales de l'émission Lyman alpha et voir la dispersion des vitesses du gaz dans les filaments. Alors, ça, c'est une représentation en isophote, si vous voulez, en sombre, la matière qui s'éloigne de nous, en clair, la matière qui se rapproche de nous. Ici, la même chose, mais plus ou moins en 3 dimensions. La vitesse radiale est portée le long de la vitesse de la ligne de visée qui est parallèle à cet axe. Et puis là, vous avez les côtés de l'image. Il serait délectable de pouvoir deviner les mouvements transversaux du gaz. Malheureusement, on ne voit que les mouvements radiaux du gaz, mais on voit très nettement une réserve absolument énorme de gaz qui est disponible pour alimenter la formation d'étoiles, bien sûr, mais aussi les trous noirs et les quasars et disques d'accrétion centraux. Je considère cette observation comme quelque chose de superbe. C'est un travail scientifique de première classe, d'observation, de traitement de l'information très soigné, d'où on arrive à tirer. Voilà, on a vu les filaments.
Les filaments, jusqu'ici, ils n'étaient que dans les ordinateurs des chercheurs. Là, on les a vus. Monsieur Murata est un petit malin. Voilà. Et je vais passer à une autre utilisation des quasars aujourd'hui, qui est alors un des grands problèmes de la physique moderne, l'histoire de la vitesse d'expansion qu'on peut caractériser par le paramètre h0 de la loi de Hubble, qui dit vitesse radiale égale h0 que multiplie distance. On sait que à la jonction des années 2000, grâce à l'observation des supernovas de type 1A, dont on a admis qu'elles avaient une magnitude absolue fixe, la même pour toutes et à tous les âges, indépendamment des effets d'évolution qui ont pu se produire entre aujourd'hui et une époque qui va jusqu'à z égale 2. Au-delà de z égale 2, c'est trop loin, on n'arrive plus à voir les SNA ne sont plus assez lumineuses pour qu'on puisse les voir. Alors, cette méthode a permis, on admettait jusqu'ici dans un modèle newtonien que la vitesse d'expansion de l'espace était ralentie par l'attraction newtonienne de la matière et que dans un modèle, dans un univers plat, cette vitesse d'expansion allait diminuer jusqu'à zéro quand l'espace aura été infiniment dilaté. Et puis, on s'est aperçu avec les SNA que, en réalité, depuis à peu près 5 gigaons, 5 milliards d'années, ce ralentissement a été remplacé par une accélération. L'espace s'est mis à se dilater de plus en plus vite. Pourquoi? C'est ça qui a donné. Pourquoi? Parce qu'il fallait introduire dans l'équation d'Einstein quelque chose qu'on appelle une pression négative qui agit exactement comme à l'inverse de la gravité et de ce fait accélère l'expansion. Alors, il y a eu débat sur la valeur du paramètre H0. La méthode des SNA ne trouve pas la même méthode que celle qu'on déduit des images du satellite Planck, etc., et encore d'autres méthodes. La plupart des méthodes sont des méthodes photométriques. Elles supposent une calibration photométrique. On aimerait trouver des chandelles standards géométriques. Une chandelle standard géométrique, ça serait, la comparaison est mauvaise, mais ça serait un mètre de drapier qui ferait 1 mètre aujourd'hui et qui ferait 1 mètre sur 1 plus z au cours du temps, qui se rétrécirait comme ça. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez imaginer 2 galaxies que rien ne séparerait, que rien d'autre que l'expansion ne séparerait, eh bien, ça serait exactement pareil. Et si on trouvait ça, on appellerait ça une chandelle standard géométrique qui nous permet aussi de déterminer l'histoire de H0. Eh bien, des fluctuations de luminosité dans le fond cosmologique à 2,7 K, qui a été mesuré par le satellite Planck, laissait entendre qu'il y avait dans ce fond des fluctuations de densité dont la taille caractéristique aurait été de 150 mégaparsec divisé par 1 plus z, et qui aujourd'hui aurait des fluctuations de densité qui se retrouvaient à une échelle de 150 mégaparsec. Alors, pourquoi il y avait ces fluctuations? Eh bien, ça découle de l'existence
d'ondes sonores qui parcouraient l'univers avant l'époque du découplage. À cette époque, le milieu était un plasma et on peut imaginer que dans ce plasma, il y avait eu des zones où il pouvait y avoir une surdensité. Dans ce cas-là, la matière environnante tombe sur la surdensité, provoque une zone d'échauffement qui va rayonner et le rayonnement de cette zone va résister à la matière qui tombe. Et ceci va provoquer ni plus ni moins que des ondes de densité, c'est-à-dire des ondes sonores, d'où le terme de acoustique dans oscillation acoustique des baryons. Ensuite, ces ondes évoluent, se propagent dans le milieu à une vitesse du son que l'on sait parfaitement calculer. Ces ondes ont lieu parce qu'il y a un couplage fort entre matière et rayonnement. Quand on passe l'ère du découplage, eh bien, ce couplage disparaît et les ondes de densité, tout d'un coup, ne se propagent plus. Elles ne font que leur dimension va se dilater avec l'expansion, mais c'est tout. Les ondes elles-mêmes, dans leur forme, sont plus ou moins figées. 5 minutes, on peut dire? Oui, c'est bon. OK. Avec les résultats du SDSS, on peut prendre toutes les galaxies et quasars qu'on trouve dans un plan à Z constant. Et dans ce plan, on peut chercher à partir d'une position centrale si on ne trouve pas un motif de surdensité à une certaine distance. Eh bien, on l'a trouvé. Donc, on a pu, grâce à ça, mesurer aux environs de Z égale 2 ces ondes, la trace de ces ondes acoustiques qui sont parties du départ. Mais on a fait encore mieux grâce à la forêt Lyman alpha. Cette fois-ci, on va se placer dans un plan qui contient la ligne de visée que j'ai tracée en rouge là, et si vous voulez, le voilà ce plan. Et dans ce plan, on va regarder la corrélation entre les raies d'absorption de la forêt Lyman alpha, ce qui va nous donner une espèce de corrélation de la présence de matière, et on retrouve toujours ces mêmes motifs de surdensité. C'est un résultat absolument spectaculaire. Les gens, c'est des gens de l'Observatoire de Lausanne qui ont fait ce travail. Ils n'y croyaient pas au départ. Et finalement, ça a marché. Je voudrais juste poser un petit peu la perspective de ce qui va se passer dans l'avenir. Le grand événement, c'est les relevés monstrueux qui vont être faits avec le satellite de l'ESA, Euclide, qui doit être normalement lancé l'an prochain. Là, on parle de milliards de sources qui vont être identifiées. Et cette réserve de données va irriguer un certain nombre d'instruments spatiaux ou au sol, infrarouges ou radio, ou visibles, l'ELT ou les télescopes de 30 mètres, qui vont aussi permettre d'étudier les SNA un peu plus loin que ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, et le LSST, dont je suppose que la commission pourrait se faire du bien, mais en demandant à un spécialiste. Voilà la perspective, étudier les phénomènes rougis par l'expansion sur des objets qui auront été détectés grâce à un satellite dédié. Sur ce, je vous remercie et je suis prêt au jeu des questions si vous avez encore la patience, je ne sais pas. Bravo. Merci beaucoup, François. C'était très clair. J'ai quelques questions ou commentaires. D'abord, concernant M. Sloan. Oui. Eh bien, notre ami Jean-Paul Sadoulet a la réponse. M. Alfred Sloan était le patron de General Motors. Ah ben voilà.
Bah, tu Très vois, bien. toujours Sloan, On tourne dans les voitures. toujours dans les voitures, hein, comme quoi les voitures et l'astro, c'est connecté. C'est un couplage. C'est un couplage. Bon. Alors, est-ce que vous avez des questions? Allez-y, branchez vos micros, posez vos questions. Moi, j'ai une question. Est-ce que Alors, François, présentez-vous parce que parmi toutes les photos, on ne voit pas qui parle. ouais, c'est Jean-Paul, là. Est-ce que François pourrait... Jean-Paul Sadoulet, c'est ça? Jean-Paul Sadoulet, oui. Est-ce que tu pourrais réexpliquer, s'il te plaît, la forêt Lyman Alpha est dans la ligne de visée. Comment est-ce qu'on retrouve les 150 mégaparsec dans la ligne de visée? Ah non, alors les 150 mégaparsec, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut aller couper du bois dans la forêt. Hein. Oui, non, là pas comme ça, from scratch. Hein, non, non. Non, c'est pas simple, hein, la forêt. C'est très compliqué. C'est des fonctions de corrélation dans tous les sens. J'ai symbolisé à l'extrême. Si tu veux, voilà, là, cette espèce d'arc de cercle qui est censé être le parallèle de celui-là, hein, c'est une abstraction. Alors, je pourrais faire une analogie peut-être pour comprendre ça. Imaginons qu'on lance une poignée de cailloux sur un plan d'eau. Il va y avoir un système de vaguelettes qui vont partir dans tous les sens. Et puis, imaginons qu'on arrive à les figer. Eh bien, c'est un peu cette figure de superposition d'ondelettes qu'on est en train d'essayer d'extraire du comptage, d'un comptage de sources, mais qui passe par un arsenal mathématique assez costaud. Je croyais, oui, là les articles qui sont, les références qui sont mentionnées sont des articles, bon, un peu difficiles. Oui, ce n'est pas un sujet facile à expliquer. J'ai une question, là, Jacques Frick. Là. Alors, Jacques, toi. La méthode, justement, de la mesure de la constante de Hubble par les quasars, qu'est-ce que ça donne comme résultat? C'est plutôt celle donnée par Planck ou les supernovas? Oh, ça, je ne me souviens pas. Là, j'ai pas révisé. Là, j'ai pas révisé. Je crois que la tension, comme on dit pudiquement, entre les résultats de Planck et des SNAA subsiste. Oui, et d'accord. Ah, là, je suis pas dans le coup là. Je crois que justement la méthode par les quasars, ça a confirmé Planck. Il me semble, j'ai vu passer ça il y a quelques jours. Plutôt. Mais vous savez qu'il y a deux écoles hein, pour la constante Hubble, qui sont très légèrement différentes, mais en dehors des bornes de précision. Donc, ce sont des barres d'erreur, oui. Ce sont vraiment deux valeurs différentes. Oui. Alors, les barres d'erreur, bien les barres d'erreur, les barres d'erreur ne se recoupent pas, se chevauchent pas. Donc il y a quelque chose qui coince quelque part. Il y a un problème dans la physique. Alors, on sait pas trop. Les méthodes là, SDSS, elles sont appelées à un grand avenir. Parce que c'est une méthode géométrique permet de se débarrasser de tous les problèmes photométriques qui sont derrière la méthode des SNA. Bon. D'ailleurs, on pourrait effectivement faire un jour une commission sur les méthodes pour aboutir à la constante de Hubble. Hein. Oui. Parce que c'est intéressant. Le micro-lensing, le lensing et le micro-lensing. Il y a des vraies batailles entre les cosmologistes, entre ces deux valeurs. Et il y a des noms d'oiseaux qui volent, hein, vraiment. Vous avez entendu parler de Holy Cow. Holy Cow, ils utilisent les images multiples de quasars dans des lentilles gravitationnelles. Alors évidemment, ils n'en ont pas des quantités, ils n'en ont pas des quantités d'échantillons. Mais
quand ils ont au moins 4 images, alors ils arrivent à en extraire H0. C'est une piste intéressante. J'ai oublié ce que veut dire Holy Cow, à part passez-moi le terme Sainte Vache, hein, mais ça veut dire autre chose. D'autres questions, messieurs, mesdames? Oui, moi j'ai une question sur une des toutes premières planches, là, sur les fluctuations d'éclairement des quasars ou d'intensité ou de luminance. Donc, voilà, avec la planche où vous expliquez que finalement, la constante de temps de ces fluctuations pouvait être une signature de la dimension de l'étendue géométrique. Est-ce qu'on a aujourd'hui je ne sais pas, un panel, une statistique de ces constantes de temps associées à l'éclat du quasar ou un histogramme? Alors, il y avait, si vous me laissez une seconde, je peux essayer de retrouver un petit film qui est dans mes bonus. Hein. D'accord. Il y a des bonus derrière. Et je vais prolonger ma question, parce que je me suis toujours demandé si finalement la fluctuation des quasars apparentes ne pouvait pas être due effectivement de manière intrinsèque, une signature liée à la dimension de l'objet, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi lié à la turbulence du milieu intergalactique qui nous sépare des quasars? Un peu comme lorsqu'on regarde les étoiles, finalement, on voit des fluctuations, on voit la scintillation des étoiles, mais qui est bien sûr due au trajet optique dans l'atmosphère. Voilà. On n'a pas le même phénomène. Alors, oui. Voilà un slide que j'ai viré parce que vous ne m'avez pas laissé le temps. C'est un objet qui s'approche de Sagittarius A. Alors, il est déchiré par effet de gravitation de force de marée et évidemment, il injecte une quantité de matière non négligeable. Il y a toute une étoile là qui est disloquée, vaporisée et qui passe dans le disque d'accrétion et qui va donner une impulsion de luminosité au quasar. C'est plutôt ça, c'est plutôt dans cette piste-là qu'il faut chercher l'origine des fluctuations. Parce que ça peut être aussi bien, là, c'est une simulation, hein, mais elle est assez bien faite parce qu'elle montre bien, la luminosité du quasar qui est alimentée et donc qui se met à briller. Voilà, pouf, là, ça y est, ça fait une bouffée, quoi. Et en plus, ça doit se traduire par une modification importante du spectre, finalement. Oui, sans doute. De ces signatures. Sans doute, oui. Sans doute, mais il faudrait pouvoir probablement observer à plusieurs longueurs d'onde en même temps. Ça a certainement été fait, mais voilà. Je crois que ça... Est-ce que ça répond à la question? Oui, mais donc mon autre question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une part de ces fluctuations liées à la propagation aléatoire dans le milieu intergalactique? Ah oui, mais je pense que... Alors... Qui bouge. Et puis cette en plus, fluctuation... La forêt Lyman alpha montre bien qu'il y a un paquet de nuages entre nous et le quasar et des variations de densité. Vous rentrez dans la problématique du microlensing qui va, alors ça c'est un truc qui démarre aussi, qui va... Oui, bien sûr. Mais ça va être statique. Je ne pense pas que ça sera dynamique comme ces fluctuations qu'on vient d'imaginer. Ces fluctuations vont agir sur la déformation de l'image de la galaxie haute du quasar. Je pense qu'elles seront statiques, évidemment. Oui, le microlensing est statique. Donc non, ça n'explique pas les fluctuations. Mauvaise réponse, je retire. C'est pas le microlensing qui fera quelque chose. Le microlensing va apporter des tas de choses, mais pas de réponse aux fluctuations temporelles. Voilà, parce qu'on voit effectivement des fluctuations qui sont de l'ordre de quelques jours ou quelques semaines. Oui, d'heures. Ou des heures, oui. Là, je n'ai pas la référence, mais si on met
si on cherche quasar double, on a l'histoire des… vous vous souvenez, il y avait ce quasar double Ah, bien sûr. qui était dû à Oui. un mirage gravitationnel. Ouais, moi Et on voyait… j'ai participé à la campagne du quasar triple avec Jean Schneider il y a 30 ans, où on surveillait la fluctuation au pic de 1 D'accord. mètre, Ah bon, au d'accord. télescope de 1 mètre du pic du Midi. Oh là là, bon, je suis allé à Zelenchuk avec Jean Schneider, Ah, avec une manip de speckle interférométrie infrarouge. Oui, aïe, aïe. on ne le répétera pas. Oh C'est non, privé. non, non, c'était légal. Hein. C'était légal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une remarque, parce qu'il me semblait que les modes de vibration des quasars, c'était lié effectivement à les modes de vibration internes, parce que c'est quand même assez turbulent comme phénomène, et qu'effectivement, bah, c'est comme les cordes, quoi. Il y a un mode principal, et ça ne peut pas résonner en dessous, comme la fréquence, c'est ce qui dit que c'est ce qui a montré que la taille était petite. Alors, C'est un peu oui, comme dans alors, le RFC, si vous voulez, le pic, il y a des on donne fluctuations. la taille par la position du pic. Disons, c'est là qu'il y a des résonances, parce que les ondes elles se propagent, mais c'est un truc qui vibre. Il Oui. vibre sur le mode principal et les harmoniques. Je pense qu'il y a, attendez, là, il faut que je retrouve. Voilà. Il faut que je retrouve la simulation de l'anneau de lumière. Ça c'est une source. J'essaie de retrouver le début. Voilà. Alors, là, ils ont commencé. Je relance le… Voilà. C'est éminemment fluctuant, cet anneau de lumière. C'est turbulent, oui. Et c'est totalement central. C'est tout petit dans le quasar. Oui. C'est à peine au-dessus de l'horizon. Et ces fluctuations sont à des niveaux d'intensité lumineuse phénoménaux. Je pense qu'il y a là une source de fluctuation d'apparence qui est… Alors, quand il y a une étoile qui se fait… ah oui, mais là, c'est un phénomène exceptionnel, disons. Là, ça part dans tous les sens. Oui. Ça, c'est un phénomène qui est assez rare. EHT, ils ont plus ou moins maintenant des images successives qui montrent les fluctuations de l'anneau de lumière. D'accord. OK. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant, je trouvais. Merci François. Donc, s'il n'y a plus d'autres questions… Joseph Romieux, c'est possible, à Lyon. Pardon? Joseph Romieux à Lyon, je peux poser une question? Oui. François, tu nous as expliqué donc la méthode de la forêt, là. Est-ce qu'elle peut être appliquée à l'étude de la composition des grands vides qui sont entre les filaments? Ah, j'ai reconnu la voix de Joseph. Voilà. Oui. Alors. François, le bûcheron de la forêt de Liman. On a une discussion là avec Joseph Romilleux. Il se pose des tas de questions sur les grands vides. Vous avez tous entendu parler des grands vides. Oui, alors la réponse est oui, sans doute, à condition qu'il y ait suffisamment de gaz. L'existence de ces petits nuages de gaz, elle est démontrée par l'existence même du phénomène forêt de Lyman. Maintenant, est-ce que ces petits nuages sont dans des grands vides ou pas? Quelque chose me dit que c'est un peu trop tôt pour affirmer. Parce que des grands vides, on en a identifié de façon très claire tout près de nous, mais ces petites bulbes, ces petits bulbes d'hydrogène que j'ai montrés, ils sont terriblement loin. Ils sont terriblement loin. Et est-ce qu'ils sont au milieu d'un grand vide ou sur les bords? Je pense qu'on en est encore loin. Alors ça, c'est encore une piste qui serait intéressante pour vous aussi. C'est qu'on se met à parler de plus en plus des galaxies naines. Quel a été le rôle dans l'histoire de l'univers des galaxies naines? Galaxies naines dont on connaît quelques exemplaires proches, dont on découvre un petit peu au jour le jour des exemplaires proches qu'on n'avait encore jamais vus, tellement elles sont faibles.
alors, c'est peut-être aussi une réponse à l'histoire des grands vides. Est-ce que les grands vides sont vraiment vides? Ou bien est-ce qu'il y a dedans des galaxies naines qu'on n'a pas vues? Parce que si j'ai bien compris, je n'ai pas encore tout compris dans les grands vides, si j'ai bien compris, il y a des gens qui pensent que ce n'est pas si vide que ça. Voilà. Mais c'est peut-être qu'on n'y voit rien. Alors, encore une fois, les grands instruments que j'ai évoqués permettront peut-être de faire des progrès. Merci. C'est bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette réunion. Je vous rappelle que dans quelques jours, au maximum une semaine, il y aura un petit compte-rendu avec quelques photos et le lien sur le PowerPoint de François. Je vous souhaite à tous un bon week-end et vous remercie de votre présence.